Allez, 11h01, on va démarrer. Première question, Monsieur Canfranc, est-ce qu'un replay sera disponible? On va essayer, c'est prévu. On va essayer de ne pas se rater. Allez, on démarre. Vous êtes très nombreux aujourd'hui, donc merci de nous avoir rejoints pour cette invitation. On a aujourd'hui la chance d'être chez IPC. On va revenir sur la société. On est à peu près 80 chez IPC et ça ne va même pas prendre de place. Les joies de la technologie. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour les premiers qui sont arrivés, vous avez deux boutons importants sur votre interface Zoom. Le bouton discussion pour faire part de vos réactions en temps réel et le bouton, surtout le plus important, Q&R pour poser vos questions. On essaie d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin, on s'est prévu un temps pour les questions-réponses. J'espère que tout le monde voit mon écran. Il n'a pas rechargé, donc je dois être encore. Oui. Super, merci Manon. Donc, nous sommes trois sociétés intervenant aujourd'hui, mis à part vos humbles serviteurs de la société 4Vision. On a donc la chance d'avoir avec nous la société Intamsys, donc fabricant de solutions d'imprimante 3D en technologie dépôt de fil basée à Stuttgart, Minneapolis et Shanghai, et représenté aujourd'hui par Monsieur Didier Thébault, qui se trouve donc dans les locaux du Centre technique de l'innovation plasturgie et des composites. Je ne peux pas faire ce que tu fais là, j'ai plus de genoux. D'ailleurs, Didier, si tu peux couper ton micro. Et donc, IPC, basé à Oyonnax, le Valois, Alençon, Change et Saint-Beauzière, est représenté aujourd'hui par M. Maxime Salandre, qui nous fera donc part de son retour d'expérience sur l'une des solutions de la société Intamsys. Alors, c'est très impoli, mais je vais commencer par la société 4Vision. Donc, très rapidement, je pense que la majorité nous connaissent. Ça fait plus de presque 20 ans qu'on est dans le domaine de la fabrication additive. Quatre métiers, je dirais, principaux. L'intégration de solutions 3D, que ce soit au niveau des scanners 3D, des solutions progicielles ou CAO, comme par exemple SolidWorks. Et puis, donc, la fabrication additive sur laquelle on va revenir, sur laquelle, en tant qu'intégrateur, on traite évidemment toute la partie du conseil jusqu'au SAV, puisqu'on a aujourd'hui un bon parc de solutions de fabrication additive en fonctionnement en France chez nos clients. Voilà, je ne m'attarde pas plus sur 4Vision. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Si je reprends une chaîne de valeur industrielle telle qu'on peut la voir, donc de la conception à la production, ce qui va donc passer par l'innovation de produits et puis l'innovation process pour mettre tout ça en ordre. Les atouts de la fabrication additive, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais ça va être évidemment la possibilité d'améliorer la topologie de la pièce pour avoir une pièce moins coûteuse, plus légère. Ça va être également de pouvoir personnaliser les éléments sans impact important financier grâce à la fabrication additive. Également l'optimisation de pièces, ou plutôt je devrais dire même d'assemblage, puisqu'on va limiter les phases d'assemblage grâce à la fabrication additive. Ça va être l'optimisation des outillages plus ergonomiques, plus légers, donc plus faciles pour l'opérateur. Ça va être l'optimisation du stock d'outillage, mais aussi stock de SAV, et puis l'optimisation de la production, puisqu'on va pouvoir produire plein de pièces différentes dans le même job, ce qui n'est pas possible sur des technologies soustractives, que ce soit par exemple en commande numérique ou en injection plastique. Donc voilà, ça c'est ce qu'on connaît aujourd'hui de la fabrication additive. Et pour y arriver, aujourd'hui, le paysage depuis 30 ans, je dirais, de la fabrication additive, nous propose de traiter ces éléments à travers trois grandes familles, que sont les liquides, les solides et les poules. Et derrière, on retrouve tout un tas de technologies qui, d'ailleurs, bien souvent, se marchent un petit peu les unes sur les autres, plein de technologies à travers ces trois grandes familles. Ces trois grandes familles, elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent être complémentaires et elles vont avoir des zones d'action plus ou moins importantes dans cette chaîne de valeur industrielle que vous avez en haut. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans le domaine depuis plusieurs décennies, donc ce qui nous permet d'aller directement à l'essentiel et de sourcer les technologies qui nous semblent le plus pertinentes dans chaque domaine. À savoir dans les liquides, la technologie DLP, où on choisit à chaque fois, en bon intégrateur qui s'occupe du SAV et également les fabricants qui nous permettront d'avoir les solutions les plus pérennes et les plus fiables possibles. Donc là, on travaille avec Envision Tech Desktop Metal. On fera un webinaire sur cette partie-là le 29 mars, un mardi également à 11h. N'hésitez pas à nous suivre. Sur la partie solide, le FDM, parce qu'aujourd'hui, l'extrusion de bipolymères, on a jugé qu'industriellement, ce n'était pas forcément
adéquate par rapport aux besoins de nos clients industriels. Donc là, on va travailler avec la société Intamsys, dont on va reparler aujourd'hui. Et puis, au niveau des poudres, donc plus dédié à de la production, eh bien, là, deux technologies, la technologie HP et la technologie SLS inventée par EOS. Donc voilà, notre gamme aujourd'hui, et encore une fois, on va se focaliser là sur cette partie FDM aujourd'hui avec la société Intamsys. Alors, on est dans le FDM depuis le début du FDM. On a connu quasiment tout ce qui se fait sur le marché. On a été le premier intégrateur également du fondateur du FDM. On juge aujourd'hui que cette technologie FDM, donc Fuse Deposing Modeling, ou dépôt de fil, est arrivée vraiment à maturité. Pourquoi? Parce que tous les brevets sont dans le domaine public et qu'aujourd'hui, on maîtrise totalement cette technologie. Pour vous présenter cette technologie, je vais laisser la parole à Manon. Merci Olivier. Donc bonjour à tous, on a fait le choix nous de travailler avec ce fournisseur Intamsys, tout d'abord parce qu'ils maîtrisent entièrement on va dire la solution complète, d'accord. Donc ils sont fabricants des imprimantes, enfin, fabricants du matériel, ils sont aussi fabricants de certains matériaux, même si vous avez de l'open source, c'est-à-dire que vous avez les deux possibilités. Ils maîtrisent aussi le logiciel, c'est très important, hein, on travaille sur un Cura, mais un Cura avec une version un petit peu plus light, un peu plus allégée, où tout est déjà pré-paramétré par Intamsys. Donc, c'est vraiment une chaîne complète qui vous permet du coup de maîtriser et d'avoir des solutions qui sont, comment dire, plug and play, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres paramétrages de création de profil ou autre à prévoir. Donc, en termes de gamme, avec Intamsys, on a 3 machines principales. Donc, on commence avec la Funmat HT. On a un milieu de gamme avec la Funmat 410, qu'on pourra voir juste après, puisqu'elle est présente dans notre showroom à Valence avec Vincent Charel. Et ensuite, la Funmat 610, où là, on est sur des gros volumes d'impression et avec un choix matière un petit peu plus conséquent, notamment sur la partie semi-cristallin. Donc, c'est la machine qui a intégré l'IPC depuis un peu plus d'1 an maintenant. Voilà. Donc, on a parlé un petit peu matériaux, c'est très important d'insister sur ce point-là parce que c'est le nerf de la guerre et c'est ce qui peut correspondre à bon nombre de vos cas d'application. Donc déjà, premier argument très important chez Intamsys, c'est qu'on est sur du click and print. D'accord, je vous le disais précédemment, tout est déjà pré-paramétré. Vous avez juste à mettre votre bobine et à lancer votre job. Intamsys travaille avec plusieurs chimistes, donc c'est très important de le souligner aussi. Olivier vous le montre ici à l'écran, donc on travaille avec du Solvay, du Polymaker, du Kimia, enfin voilà, tous les grands noms des fabricants de matières. Donc, ça offre plusieurs choix, plusieurs possibilités en termes de matériaux. Autre point très important, c'est toute la partie support. Là, on parle du matériau modèle, hein, ce qui va vous permettre de créer votre pièce, mais il y a aussi une partie support, comme on est en FDM, en dépôt de fil fondu. Et donc là, les supports ont aussi été développés, testés et maîtrisés par Intamsys, ce qui vous permet en fait d'avoir à chaque fois plusieurs choix de support. Donc, vous avez 2 petites vidéos ici à l'écran. Donc, une première vidéo qui vous montre qu'on peut retirer du support donc, de façon manuelle. Hein. Donc là, on est sur une pièce modèle en polycarbonate, donc avec un support adapté à ce matériau-là. Et on a aussi la possibilité d'avoir des matériaux hydrosolubles. D'accord, ça veut dire qu'on a juste sorti d'impression à mettre notre pièce dans une eau sans solvant particulier à une température, on va dire, médiane. Ça permet en fait de ne pas être limité non plus sur la conception. Et ça permet d'avoir le moins de post-traitement une fois que votre pièce est imprimée. Autre point qu'on voulait souligner aujourd'hui aussi, c'est les prix matière. Hein. Voilà, on est 100% transparent avec vous. Vous avez ici quelques prix qui sont affichés sur la slide. Donc, on a des PLA, des ABS. Vous voyez le prix au kilo, on est quand même très raisonnable. Mais on a aussi, et c'est bien de le préciser, des matériaux haute performance, d'accord, des semi-cristallins qui ont des bonnes résistances mécaniques, même des très bonnes résistances mécaniques ou des résistances de température. Et là encore, on reste les plus efficaces sur le marché. Super, merci Manon. On a essayé d'être le plus rapide et le plus concis possible sur cette partie PowerPoint pour profiter du live. Je vais donc laisser la parole à Maxime de chez IPC pour nous présenter un petit peu l'entreprise déjà. Maxime, vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. Est-ce que mon micro est activé? Impeccable. OK.
Donc nous, en fait, chez IPC, on est le centre technique de l'innovation de la plasturgie et des composites. On est une entreprise privée et un centre technique qui a été créé en décembre 2015 sous la direction de la Direction générale des entreprises. Donc, sur le slide suivant, nous, on a 3 axes stratégiques. C'est tout ce qui va être économie circulaire. Il faut vraiment qu'on réponde à tout ce qui est enjeu sociétal en termes d'environnement. Tout ce qui est industrie du futur, donc ça va être toute l'intégration d'industrie 4.0, donc les méthodes de fabrication numériques, méthodes de fabrication additive, et puis tout ce qui va être produit à haute valeur ajoutée, donc ça va être essentiellement tous les produits plastroniques ou d'électronique un petit peu avancée, vraiment en lien avec la plasturgie. Voilà. Nous, on a vraiment 5 domaines d'activité. Donc, ça va être la recherche, où là, on va créer de la connaissance. On est sur des TRL relativement bas. On est sur des TRL 2, 3, 4 éventuellement. Et puis, ensuite, on va commencer à faire du transfert de technologie auprès de groupes de bénéficiaires ou d'adhérents. C'est ce qu'on appelle les actions collectives pour nous. Donc, ce sont des groupes d'industriels qui veulent quelque part faire leur R&D en extérieur. C'est là où nous, on intervient. Et puis, on a évidemment une partie de prestations privées qui représente aussi un gros volume de chiffre d'affaires, sur lequel on va simplement répondre à une demande. Voilà. Nous, on n'est pas trop là pour fabriquer des pièces, on est essentiellement là pour, on va dire, facturer de la R&D, faire des méthodes de fabrication et les transférer à nos clients, etc. Et puis après, on a évidemment 2 activités qui ont leur importance aussi. Ça va être tout ce qui va être normalisation et certification pour tous les nouveaux procédés, les nouveaux matériaux, etc. Voilà un petit peu le tour. Donc, évidemment, c'est un petit peu la partie publicitaire qu'on montre régulièrement. C'est comment est-ce qu'on vous accompagne entre le choix des matériaux, les concepts, les designs, etc., jusqu'à, évidemment, un transfert vers l'industrie. Voilà. Pour tout ce qui concerne la Fabat chez IPC, nous, on a accès à plus d'une vingtaine de machines FDM aujourd'hui. On a des machines qui clonent, on a des machines qui font du continu, on a des machines haute température, on a des multitêtes, bref, on a vraiment beaucoup de matériel. Ça va du bureau à l'imprimante, effectivement, la 610 Intime 6 qui est quand même assez volumineuse. Et puis, on va avoir les technologies de photopolymérisation, du SLS et du LPBF. Alors, le LPBF, c'est du métal, mais le métal, on s'en sert pour faire des outillages d'injection, parce qu'on reste quand même le centre technique de la plasturgie. Voilà. Aujourd'hui, on estime, nous, chez IPC, qu'il y a vraiment 3 voies pour fabriquer des pièces. Soit de la fabrication directe, ce qu'on ne fait pas forcément régulièrement, parce qu'encore une fois, on ne fabrique pas des pièces, nous. Ce n'est pas forcément notre but. On préfère rechercher, on va dire, la R&D derrière. Soit ça va être l'injection, et l'injection petite série avec des moules en polymère, c'est-à-dire que ce sont des moules qui sont faits par photopolymérisation. Et on commence à avoir même maintenant en fait, des moules qui sont en thermoplastique. Et puis évidemment, comme je le disais tout à l'heure, on a une grosse spécialité, nous, sur le conformal cooling, sur les moules en métal. Donc, grâce à la fusion laser, on est capable de faire des circuits de refroidissement qui sont extrêmement optimisés, notamment que ce soit en débit ou en température, pour tout ce qui est injection. Voilà. Et puis, évidemment, on ne peut pas passer à côté de la haute température. Donc, le retour d'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Pour vous donner une idée, ce que vous avez en bas à gauche, les pédales qu'on a utilisées, c'est des pédales qui sont optimisées de façon topologique. Dont on s'est servi pour faire le benchmark pour la machine. Il faut savoir que la pédale de gauche est en PEI et nous, en fait, on l'a fait imprimer avant de recevoir la machine et puis on l'a imprimé ici en termes de… Quand on a reçu la machine comme première pièce, on a pris les paramètres de base, elle s'est imprimée toute seule du premier coup, sachant qu'il y a un volume de matière très important et on n'a pas réussi à le faire avec une seule autre machine haute température, excepté peut-être une Stratasys il y a quelques années, mais la Intime 6 l'a fait du premier coup très bien. Donc là-dessus, on a su tout de suite qu'on avait bien tapé. Voilà un petit peu pour IPC. Super, merci beaucoup Maxime. Du coup, je vais vous repasser la main. On va regarder un petit peu plus en détail cette FunMat Pro 610 achetée de chez Intime 6. Il y a plein de choses peut-être qu'on ne pourra pas voir directement avec la caméra, mais on reviendra sur ce slide-là. Je vais donc couper mon PowerPoint et puis je vais vous mettre en plein écran à l'IPC. Hop, Didier, tu nous entends? Oui, tout à fait. Super. Alors, c'est la mi-temps Yona. On est bien sur le site IPC, comme vous pouvez le voir, devant la Rolls-Royce
du portfolio Intem 6, donc la 610 HT, qui a arrêté de produire pendant quelques heures pour les besoins de ce webinaire. Je propose le programme suivant. On va faire le tour de la machine pour ressentir le volume et ses caractéristiques principales. On a quelques pièces ici qui ont été faites par IPC ou pas, qui sont sans doute bien représentatives. Et ensuite, on demandera, et c'est ça le coup du spectacle aujourd'hui, un retour d'expérience d'IPC à travers Maxime, qui nous donnera son meilleur ressenti impartial. On est assez confiant sur le fait que ce soit bien positif. Alors, je vais prendre cette petite mon iPhone pour rien cacher. Voilà le devant de la machine. Quelques rappels sur les données numériques que Manon a esquissées. On a une bécane d'une tonne 5. On monte à 300 degrés dans cette chambre. 500 en extrusion. On a tout un tas de ce qu'on appellerait de toute option qui sont fournis en standard avec la machine qui n'a pas de tiroir d'options. On peut le trouver ailleurs. Je vais gentiment voir l'arrière qui n'a rien de spectaculaire, si ce n'est que c'est une banale prise en triphasé de 380. Je vais demander à Maxime. Didier, oui. Tant que tu es derrière la machine, tu peux peut-être montrer la régulation de la température de la tête derrière la machine. Ça peut être intéressant. Alors, oui, on n'a pas assez préparé et pas démonté du coup. Donc, on va voir si on peut le faire tout à l'heure. D'accord? Ça marche. Sur la tête, éventuellement directement. Oui, oui. Et je voulais que Maxime nous confirme qu'il n'y a pas besoin de supplément que ce soit d'alimentation, d'aération. Elle est out of the box. Elle est quasiment tout le monde. OK. Et encore peut-être de manière assez représentative des capacités assez évoluées. On a ici 4 chambres de filaments. Pourquoi 4 2 x 2 pour implémenter de près ou de loin de l'impression continue, que ce soit avec les filaments AA ou avec les matériaux supports. Les caractéristiques de ces compartiments, c'est d'être chauffé entre 50 et 70 degrés. Ce que ça permet, c'est au-delà de sécher de nouveau le filament si nécessaire, de pouvoir le préparer gentiment à l'extrusion. Voilà, ça c'est encore une fois, la 610 dans son ensemble. On va passer à la chose suivante, on va montrer quelques pièces, on va repasser devant la caméra principale, si tu veux bien Olivier. On en a évidemment préparé quelques-unes. Celle-ci, qui va ou pas avoir un rendu sur cette caméra, donc évidemment une pièce auto, en Ultem. J'espère qu'on pourra voir la perfection de la finition sur cette caméra. Elle sera visible sur tout un tas de salons, et notamment le 3D Print, qui sera animé en partie par CADvision. Je vais demander à Maxime de nous montrer d'autres pièces. Donc une pièce aéro, comme on peut le deviner, toujours en Ultem. On sera particulièrement attentif à la qualité de surface et malgré la finesse des parois. On n'est pas sur un mode base, on est sur 2 parois. Là, on est vraiment sur un mur à 2 parois. Voilà. Ensuite, des expérimentations. Là, maintenant, on est local à IPC. Oui. Et on a... oui, tout à fait. Là, grosso modo, en fait, on a fait faire 2 empreintes. Donc, celle-ci a été faite sur la Intem 6. Et puis, celle-ci a été faite sur une Fortus 900 de mémoire. Donc, l'idée, c'était de vérifier quel était, on va dire, le niveau de qualité. Ce sont des outils en polymère pour le thermoformage.
Et là, l'idée, c'est vraiment de vérifier ce qu'on peut avoir en termes de qualité. Donc, si je vous montre d'abord, en fait, ce qu'on a au niveau de la qualité d'impression Stratasys, vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même relativement propre, mais bon, les angles, c'est pas terrible. Et puis, l'aspect de surface est quand même un petit peu granuleux, il y a quand même une grosse rugosité surface. Et puis, si on compare avec ce qu'on a fait sur la Intime 6, ben, on est carrément plus propre. On est imprimé avec les mêmes paramètres, donc même épaisseur de couche, même, on va dire sur les paramètres principaux, température, donc c'est le même matériau, c'est du ULTEM 90-85. Et puis, ben, on est quand même, on a un aspect de surface qui est bien meilleur, qui pour le thermoformage a son importance. Donc là, on estime qu'on est très très bon. Et peut-être une dernière qui sera de nouveau commentée par Maxime. Ouais. Donc ça, en fait, c'est une pièce qu'on a imprimée en pic, donc ça fait partie des premières pièces qu'on avait. C'est notre benchmark en interne qu'on a pour vérifier, on va dire, le dimensionnel, pour vérifier qu'on est bien vraiment bon, etc. Donc là, on voit déjà qu'au niveau du parcours d'outils, on est très très propre. Cette pièce, elle est en pic, mais elle a une particularité, c'est qu'elle est cristallisée directement dans la machine et on a un taux de cristallisation à 30%. Donc on est quasiment au maximum de ce qu'on pourrait obtenir, sachant qu'on a amélioré la pièce depuis. Et au niveau des tolérances, la machine nous a fait tenir des tolérances au dixième. Il y a certaines cotes, on est littéralement à la cote de la DFN. Donc ça a été relativement impressionnant pour nous, forcément. Et on poursuit un petit peu sur cette voie exploratoire grâce à l'ouverture de la paramétrie sur la machine. Voilà, donc que des bonnes expériences pour l'instant, en tout cas chez IPC, qui encore une fois l'utilise de manière intensive depuis un an. Peut-être une dernière chose, on va repasser à l'intérieur de la chambre pour les experts, les geeks et tous les fans de beau matériel. On va se concentrer particulièrement sur la tête d'impression et j'ai demandé à Maxime de nous montrer et de nous commenter devant la caméra principale, Olivier, une tête d'impression en spare part. Donc on a reçu une tête d'impression de rechange justement pour certaines nouvelles fonctions. Donc c'est un refroidissement liquide sur les têtes et c'est vraiment du plug and play. Là, on a vraiment deux prises ici pour tout ce qui va être fluide et puis les deux prises pour la ventilation, pour tout ce qui est alimentation électrique, etc. C'est vraiment du matériel industriel. Il y a quand même un gage de qualité, on le voit en façon par rapport à l'architecture. Donc c'est plus de l'imprimante de bureau à ce niveau-là. Là, nous, voilà. Ok, merci. Voilà, c'est ce qu'on a prévu de vous montrer en vue hélicoptère sur la 610 qui reste là. On a maintenant, moi j'ai quelques questions à poser à Maxime pour le bien de tout le monde. On a une 610 achetée qui est là et qui marche de manière intensive. Comment elle est arrivée là? Pourquoi nous, en fait, on avait des besoins de prestations et puis de R&D sur, on va dire, tout ce qui est matériaux haute température en polymère. Inévitablement, en fait, on a assez peu de choix aujourd'hui. On avait assez peu de choix, on va dire, il y a un an sur le marché. Et puis, on avait besoin de trois éléments. Le plus important, effectivement, c'est la température. C'était aussi la dimension, parce que là, on est quand même sur du 600 par 500 par 500, donc c'est quand même un très grand volume d'impression. Et puis surtout, nous, on a un centre technique. Donc, on a besoin de faire de la R&D, on a besoin de l'ouverture des paramètres. Et là-dessus, il y avait très peu de machines qui arrivaient à faire les trois. Donc, on a fait une liste de machines, la plupart étaient customisées, donc construites directement. Et puis ça, c'était la première machine de série qu'on avait vue avec un autre constructeur qu'on avait décidé de ne pas forcément choisir. Donc, on a fait le pari que ça allait être une bonne machine. Et puis, en fait, on a signé donc, ce qu'on appelle le Early Customer Adoption Programme. En gros, on a été un petit peu bêta-testeur sur la machine, donc on a fait une forme de partenariat. Mais par contre, on a lourdement insisté. Nous, on n'a pas d'exclusivité avec Intime 6, on n'a pas de partenariat commercial avec Intime 6, à proprement parler. On fait un retour d'expérience le plus honnête possible. Et simplement, pour terminer sur cette question-là, quand on nous pose la question systématiquement, quels sont les défauts de cette machine-là, on a du mal, objectivement, à les trouver. Donc, on a fait le bon pari, on est vraiment très satisfait de ça. Ok, super. Donc, je vous rassure, il n'y a pas d'enveloppe ou que ce soit dans cette pièce qui pourrait être transmise. J'ai une autre question.
peut-être un peu plus générique. On a dans ce monde FDM industriel, haute température, donc le haut du panier sur cette technologie, deux mots qui reviennent, des systèmes fermés et des systèmes ouverts. Quelle est votre vision de la chose et comment cette machine s'insère, d'après vous, dans cette ambivalence? On pourrait l'aborder de deux façons. En fait. Pour moi, elle est effectivement elle est polyvalente au sens où il y a un côté click and print qu'on retrouve chez Stratasys généralement. Mais effectivement, là, on a une paramétrie qui est fermée, donc on appuie sur le bouton, ça imprime, on a une belle pièce, on la sort, on continue, on fait de la production. Voilà. Mais pour la R&D, c'est pas très pratique. Par contre, là, nous, on a l'avantage de pouvoir faire ça avec la paramétrie existante. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la pédale qu'on a reçue qui servait de benchmark, finalement, on a fait ça. On a fait du click and print et ça a marché tout de suite. Du premier coup, on était vraiment très content de voir le truc. C'est ce qui nous a vraiment mis en confiance. Et puis, il y a effectivement l'ouverture de la paramétrie qui, pour un centre de recherche comme nous, est plus qu'utile. Parce que, justement, on va pouvoir déjà changer certains équipements dans le futur, mais déjà, on peut changer toute la paramétrie dont on a besoin. Typiquement, le PIC, on ne leur recommande pas de le cristalliser en chambre parce qu'il y a des déformations, il y a plein de choses, etc. Et nous, en jouant justement avec toute la paramétrie, on le cristallise en chambre. On est sous le 10e sur la cote. Il n'y a pas de machine sur le marché qu'on connaisse qui fasse ça aujourd'hui, parce que la machine monte très haute température, parce qu'elle est très précise, vraiment. Et puis, ouais, elle est relativement intuitive. Ça reste industriel, hein, c'est plus la machine de bureau, mais elle est quand même très intuitive. Et, donc voilà, en fait, c'est vraiment la paramétrie qu'on cherchait. D'accord, là, je ne veux pas mettre les mots dans la bouche de qui que ce soit, mais on a des retours très positifs de comparaison. Toutes les opérations, toutes les préparations, tous les protocoles semblent, on va dire, simplifiés avec cette machine. C'est très simple. Est-ce que c'est ça oui, c'est vrai, le constat d'un an d'utilisation? Oui, c'est très simple. Hein. C'est, le plateau est génial. Pour nous, on a un plateau grainé, acier grainé avec du PEI. Il est top, vraiment. Hein. Même, on aime bien ce type de plateau. Il n'y a que 2 constructeurs aujourd'hui qui ont des choses aussi clean que ça. Pour tout ce qui est de la chauffe, c'est pareil, ça se fait tout seul. On peut maintenir la chauffe, on ne peut pas trop la programmer, c'est un peu tordu, mais voilà. Mais il y a quand même un certain nombre d'options. Très sincèrement, ouais, ça se fait très très simplement. Ok, merci. Et Intensys, mon employeur, crâne sur la régulation thermique de la chambre et de la possibilité d'utiliser un énorme pourcentage de cette chambre utile. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des pièces suffisamment grandes pour dire oui, non, peut-être? On a fait des grandes pièces, puis on a fait des productions aussi qui tenaient tout le plateau, pour vérifier justement si c'était vrai. On tient les codes quasiment partout, sur tout le plateau. Il est droit, il n'est pas plié. Même à 250, le plateau, il reste plan, ce qui est c'est quand même important de le souligner. Okay. Oui, non, on a fait de la grande pièce. On n'en fait pas beaucoup forcément parce que c'est pas forcément notre activité tout de suite non plus, mais ouais. So far so good. So far so good. Ok. Merci Maxime. Olivier. Merci beaucoup Maxime, merci Didier. Je vais en profiter pour qu'on réponde en direct à quelques questions tant que vous êtes là. Une question, je pense, pour Maxime. Quelle est la hauteur de couche qu'il préconise en Ultem? Alors, les paramètres de base, c'était du 0,2. Nous, on imprime aussi en 0,1. Et on a essayé. On a fait un test en 0,3. Bon, 0,35, je ne recommande pas ça. Mais 0,2, ça marche très, 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 très bien. La pièce que j'ai montrée tout à l'heure de thermoformage, c'est du 0,2. Ok. 2 autres questions qui sont un petit peu liées. En quelle matière est réalisé le plateau de la 610 et quel est le type de feuille qui est utilisé? Est-ce qu'elles sont jetables? Alors, il y a 2 substrats. Il y a un substrat en polycarbonate. C'est une pièce, c'est une feuille transparente en fait qui fait la même épaisseur que l'autre substrat, qui est une plaque en acier qui est recouvert d'un coating en PEI, en polyéthérémide. Ça marche très bien, ça se décolle très bien, ça adhère très bien à chaud, donc vraiment là on n'a pas à s'en plaindre. Et le plateau lui-même en dessous, donc, qui maintient le substrat, c'est de l'acier avec un frame en aluminium. Ok, merci Maxime. En combien de temps vous faut-il pour changer de matière? 3 minutes. 3 minutes parce qu'il y a beaucoup de longueur de fil en fait.
C'est essentiellement ça. C'est complètement automatisé, hein. On appuie sur changer le fil, bouton suivant, 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 voilà, c'est fini. Ok. Ok, les autres questions, je pense qu'on va y répondre par la suite, sinon on va prendre un petit peu trop de retard. Continuez à poser vos questions via le bouton Q&A. On s'est gardé une session questions-réponses, mais là, je voulais profiter du savoir-faire et de l'expérience de Maxime devant la machine, mais on y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup, messieurs. On revient avec vous dans quelques instants. Bon, les joueurs rentrent sur le terrain, à vous les studios. Ok, Cognac G reprend. Donc, on viendra sur la 610 pour répondre également à d'autres questions par la suite, mais on a également d'autres choses à vous montrer et on ne voudrait pas vous prendre non plus toute la journée, puisqu'on essaie de faire ça en moins d'une heure. Bien, donc la 610, encore une fois, on y reviendra, mais vous avez déjà eu un bon aperçu. On va toujours rester en caméra embarquée. On vous a vendu du live, on vous sert du live. On va passer sur l'agence de Valence de Capvision pour parler d'une autre machine, moins grosse, mais tout aussi performante. Vincent, tu nous entends? Oui, bonjour à tous, je vous entends. Super, allez. À toi. Parfait. Donc, bonjour, bienvenue à l'agence de Valence cette fois-ci. Donc, vous êtes dans le showroom de Valence avec un certain nombre de jolis petits échantillons qu'on a démarré et commencé à réaliser avec cette nouvelle version Intam 6. Alors, nous, on dispose à Valence de la version FunMat Pro 410, qui est comme on l'a dit, la petite sœur, la plus petite version par rapport à la 610. Bien évidemment, on a un volume de fabrication de 305 par 305 par 410, si je ne me trompe pas, ou 406. Oui, 305, 305, 406. C'est une machine qui doit peser à peu près 230 kg, donc tout de même, c'est pas, on ne parle pas de petite machine entre guillemets light et légère. 220 volts pour l'alimentation, ça c'est important. Connecté sur un réseau, on pourra bien évidemment aussi l'alimenter avec une clé USB, un écran, une tablette tactile qui permet d'accéder à tous les menus, de visualiser, de choisir ses matériaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les menus. Comme toute FunMat de chez Intam 6, on aura la possibilité d'utiliser des matériaux qui sont des matériaux déjà adoptés par Intam 6, développés, qui vont nous permettre de faire comme on l'a dit, du click and print, de pouvoir très rapidement charger une cartouche de matière, ABS, ASA, nylon chargé, avec un support. Donc, vous avez dans le compartiment la cartouche matière, la cartouche support, et directement imprimé avec des paramètres prédéfinis. Donc, ça permettra d'aller très vite et d'avoir un résultat déjà parfait. Comme la grande, on pourra également développer et travailler sur ses propres matériaux. Donc, à partir de là, vous avez aussi la main pour rejouer, revalider et paramétrer des matériaux pour aller chercher des réponses à d'autres besoins. On a je ne sais plus si je l'ai dit, une chambre dans laquelle on met les cartouches qui est maîtrisée en température pour sécher les cartouches, pour éviter tout problème d'humidité. Si on essaie de rentrer, alors je vais la déverrouiller ici. On va rentrer à l'intérieur de la machine. Alors là, contrairement à celle que vous venez de voir chez IPC, on aura un plateau qui est un plateau en verre qu'on va pouvoir fixer, sortir et remettre très rapidement. Là, on vient de finir une production ce matin qui est sur le plateau encore. La tête d'impression que vous voyez là, d'ailleurs, très jolie pièce qui a été produite par une machine Intam 6 en nylon CF. On va faire un petit tour par le haut, donc également une tête de fabrication très industrielle déjà sur cette petite machine. Vous voyez les deux arrivées matière support. Les deux autres tuyaux sont le refroidissement de la tête pour maîtriser la température et être capable
d'améliorer la qualité de fabrication. Donc, un petit échantillon de pièces, outillage, des matériaux de type TPU, des matériaux de type comme la tête d'impression nylon CF qui vont être extrêmement résistants pour de la pièce directement fonctionnelle sur des machines spéciales. Possibilité de mettre des inserts dans des fabrications qu'on va réaliser. Rapidement, des qualités de fabrication qui peuvent être de très haut niveau. Là, on a une texture qui a été appliquée sur le modèle 3D qui nous permet de produire une pièce avec un aspect parfaitement fini, sortie machine. De l'ULTEM. Voilà. Quelques échantillons, quelques exemples réalisés sur cette machine. Alors, j'ai peut-être oublié certaines choses. N'hésitez pas, Olivier, s'il y a des… Non, c'est impeccable. Merci beaucoup, Vincent. J'en profite pour répondre également aux questions au fur et à mesure. Comment sont traités les COV et les particules émises? Alors, sur la 410 comme sur la 610, on a des filtres à charbon qui sont derrière la caractérisation et on a des évacuations de l'air avec donc, toute cette partie filtration qui est effective sur ces deux machines. Hop, je reprends le fil. Merci encore, Vincent. De rien. Donc, voilà, on a essayé de faire le plus de live possible et le plus court possible pour vous montrer en direct deux machines, donc la 610 et la 410. Donc, vous voyez les caractéristiques à l'écran, on ne va pas les reciter. Une autre question également qui était est-ce que CADVision, j'ai vu ça passer, distribue la FunMat HT? Oui. On ne vous l'a pas montré. Alors, c'est vrai que c'est une machine qui existe depuis aussi de nombreuses années chez Intamsys. C'est un entrée de gamme qui permet de faire très facilement des polyamides et de commencer à s'amuser sur des petites pièces en matériaux techniques comme des PEI. Mais voilà, on n'aura pas évidemment le recuit, comme Maxime l'a dit, qu'on peut avoir tout à l'heure sur la 610, pardon, avec cette petite FunMat HT. Donc, je vais vous faire un petit résumé. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Aujourd'hui, on a choisi Intamsys. Ça a été dit plusieurs fois parce que c'est une solution qui est, alors on l'a employé le terme plusieurs fois, click and print. C'est-à-dire que c'est une solution qu'on peut réceptionner, utiliser les matériaux Intamsys qui sont un rapport qualité-prix excellent et utiliser ce pourquoi ça a été fait. Donc, je mets ma cartouche, je lance mon job et je ne me pose pas de questions. Mais on est également sur des systèmes qui sont totalement ouverts, que ce soit au niveau matériel, bien évidemment, enfin matériaux, pardon, au niveau logiciel également, puisqu'on utilise une version light de Cura, Manon l'avait dit tout à l'heure. On peut aussi imaginer utiliser, si vous préférez Simplify par exemple, pourquoi pas derrière, utiliser un Cura complet plutôt que IntamSuite qui est un Cura allégé, pour des raisons évidentes de facilité pour les primo-accédants, je dirais. Donc, on est vraiment sur des machines qui savent tout faire parce qu'avec un grade industriel, avec une facilité d'utilisation et une ouverture simultanée, on n'a aujourd'hui clairement aucune équivalence sur le marché, sans parler de ce rapport qualité-prix qui est vraiment hyper intéressant. Bien, je vais reprendre donc, les différentes questions sur lesquelles on n'a pas encore répondu. Donc, j'ai par exemple, comment se fait la gestion de fin de bobine? Job en pause, chargement automatique. Alors, je ne sais pas, peut-être Maxime. Si vous nous entendez. Maxime, Didier, vous avez… Voilà. À vous les studios, on est là. Super. Comment se fait la production lorsque la bobine arrive au bout? Est-ce que tu peux repasser sur la caméra principale, peut-être? Ouais. J'ai pas entendu la question, pardon, ça a grésillé. Ouais. Comment se passent les fins de bobine lors de production? Les crins de bobine? Oui, quand la bobine est terminée pendant la production. Ah, d'accord, pardon. Alors, il y a un système que nous, on n'a pas encore installé, mais que sur les machines suivantes, elles sont installées de série. Nous, comme on avait une machine relativement tôt, on n'avait pas forcément ce truc-là. Ça sera installé à la fin du mois. En fait, il y a un système
pour directement relier les bobines. C'est-à-dire qu'il y a un changement automatique qui est fait. Ça fait un petit peu de bruit. En gros, quand on arrive sur une fin de bobine, il y a un capteur qui va détecter donc, qu'il y a une fin de bobine qui doit être quelque part par ici. Celui-là, je crois. Et il y en a un autre en fait là-haut pour confirmer qu'effectivement il y a plus de résistance sur la bobine. Et puis il va passer directement à la seconde bobine qui est passée ici. Et donc on a une pièce en Y qui est en haut, donc qui va en fait pousser le fil et refaire quelque part le chemin. Donc il y a une petite pause d'impression, mais il y a le fil qui s'enlève tout seul et repart tout seul de l'autre côté. Voilà. En poussant un petit peu loin, on peut faire du continuous printing, mais si on change de sait que c'est bobine, pas le une fois seul. que le premier est fini, oui, on sait que c'est pas le seul paramètre. Voilà. Ok, merci. Autre question, y a-t-il possibilité de matériaux ESD sur la 410? Donc, oui. Ça, bon, je vais répondre directement oui. En fait, toutes les machines sont ouvertes. Donc, toutes les machines utilisent toutes les matières Intamsys et toutes les autres matières que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Autre question, comment on fait pour mettre en place des inserts métal? Alors, nous, on n'a pas essayé forcément de le faire pendant l'impression. Je ne dis pas que c'est infaisable, mais on n'a pas essayé tout simplement. Sinon, après, je recommande de faire comme on fait en général FDM classique. On imprime la pièce avec l'emplacement des inserts, et puis avec un fer à souder, on vient pousser l'insert en laiton à l'intérieur. Alors ouais, ça c'est l'utilisation en post-production. Sinon, vous pouvez le prévoir puisque tout est ouvert, même le software, ce qui veut dire que vous pouvez supprimer le support qui s'est généré automatiquement dans la cavité, prévoir une pause directement dans le software ou sur la machine, mais il faut être là au bon moment, et faire tomber votre pièce avant de la recouvrir. Donc ça, c'est totalement possible. Question pour vous, Maxime. Quel matériau conseillez-vous pour un usage en compression à haute pression, plus de 500 bars? 500 bars. J'ai envie de dire que ça dépend de ce qui pousse à 500 bars dessus. Et puis ça dépend de l'architecture de la pièce en fait. Je sais pas si la question est, comment dire, elle est un petit peu truchée. C'est-à-dire que la structure va avoir une importance hyper importante. Une importance hyper importante, oui, tout à fait. Va être très importante, inévitablement. Donc le design va compter. Le matériau lui-même, nous par exemple en thermoformage, le PUI tient à 50-60 bars par rapport à nous ce qu'on a déjà aujourd'hui. Donc c'est pas un gros souci en compression. J'invite la personne qui a posé les questions à nous contacter directement, éventuellement, et là on pourra en discuter plus avant, parce que ça demande une réponse beaucoup plus longue, je pense. Ok, merci Maxime. Alors ça va être pour Valence. Quelle est votre expérience sur la matière support, Maxime? La matière support, en gros, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, celle qu'on a reçue fonctionne très bien. Maintenant, effectivement, tout à l'heure, je parlais de la pièce qu'on avait fait cristalliser directement à la machine. Donc, il faut qu'on monte la chambre à 250 degrés au moins, voire plus. Et là, on a du SP5000, qui est un mélange de polycarbonate et de plein d'autres choses. C'est principalement du polycarbonate, ne tient plus à cette température-là. Donc, à partir de là, effectivement, on a poussé la limite de la machine et on s'est affranchi du matériau support. On a transformé le support, on fait une pièce en pic, 100% pic. Après, sur les autres matériaux, donc le 5080, je crois. Ouais, celui-là fonctionne très bien. On sort la pièce se décolle presque toute seule du support. Donc, ça se passe très, très bien. Ok, super, merci Maxime. Alors oui, je rebondis, c'est vrai qu'il y a un sacré boulot qui est fait sur le nerf de la guerre en FDM par Intamsys, qui sont ces matières support. Et on a vu, nous notamment dans notre expérience, que sur des matériaux comme l'Ultem, le support qui est développé par Intamsys se retire à froid et c'est un très très gros gain de… Enfin, c'est une grande facilité quand on sait que bien souvent, il faut le retirer à chaud. On est quand même sur des températures relativement élevées sur ces matériaux-là. Voilà, et donc ça se décolle très bien et on n'a pas évidemment pas de… Enfin, on a un état de surface de la matière modèle qui est nickel. Une question cette fois-ci peut-être plus pour Vincent. Une question, c'est la tête de la 410 a-t-elle également un refroidissement liquide? Oui, tout à fait. Comme on l'a vu, peut-être un peu rapidement tout à l'heure, on voit bien les arrivées des deux tuyaux de refroidissement avec le refroidissement liquide. Donc également, elle a cette option sur la 410.
Ok, super, merci Vincent. J'en profite. La fonction texture est réalisée directement sortie de machine ou pas? La fonction texture est réalisée directement pendant l'impression 3D. Ça a été ajouté sur le fichier 3D. Il suffit simplement sur votre fichier STL, avec des nuances de gris, avec différents logiciels, d'appliquer des textures 3D, bien évidemment, qui seront imprimées. Et même des petits, on va dire, on est à 2/10 de petites bosses pour faire un aspect cuir, comme vous le voyez sur cette pièce, ressortent parfaitement bien sur l'Intam 6. Ok, merci Vincent. On me demande aussi la qualité d'impression des TPU sur la 410. Alors, on a une toute petite expérience puisque nous, on fait plus du plug and play que du reparamétrage sur des matériaux particuliers. Donc, globalement, on a une qualité relativement bonne pour du TPU. Bien sûr, le TPU sera une matière plus compliquée à travailler. Voilà une poignée, par exemple, que vous voyez ici en TPU. On aura des états de surface et des petites, on va dire des petites imperfections beaucoup plus marquées sur du TPU que sur plein d'autres matières rigides. Mais en termes de fonctionnalité, c'est plus la fonctionnalité qu'on va aller chercher avec le TPU que réellement un bel état de surface. Ok, merci Vincent. Autre question, alors peut-être aussi pour Maxime, on demande quelles sont les opérations de maintenance et quelle est la fréquence. Alors, je ne sais pas si c'est sur la 610 ou la 410 la question. Mais Sur la 610, on a 2 maintenances par an aujourd'hui. Après, c'est une discussion qu'il faut qu'on ait avec Intam 6 sur la suite, puisque après, on arrive en fin de contrat de bêta-testeur, donc on rentrera dans une utilisation normale, j'ai envie de dire. Nous, en maintenance qu'on fait, donc on nettoie effectivement régulièrement les chutes de fil qui traînent. Alors, il y a une poubelle, c'est tout bien. Je ne l'ai peut-être pas montré tout à l'heure, mais en gros, donc la tête vient systématiquement venir brosser sur des brosses en acier ici pour se nettoyer toute seule. Donc la buse est jamais encrassée. Et puis, là, la poubelle avec à l'intérieur la chute de fil directement. Donc c'est très automatisé. ok, merci beaucoup. Alors, on demande contrat de maintenance à l'année. Oui, tout à fait, il y a des contrats de maintenance à l'année. Est-ce qu'on a imprimé des empreintes d'outillage sur la 410 Je ne sais Des pas. empreintes d'outillage, c'est-à-dire pour faire de l'injection plastique Bah, ou simplement, nous, on est plus resté sur du posage, du thermoformage également, mais empreinte de moule, moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Je pense qu'IPC est beaucoup plus avancé là-dessus pour vous donner un peu de son retour. Nous, c'est prévu, mais ce n'est pas encore fait. Ok. Tant que je vous ai, Maxime, quels sont les consommables, hormis les bobines? Alors, comme la température chauffe pas mal dans la chambre, nous, on se penche sur les ampoules d'éclairage à l'intérieur. Et je crois que très sincèrement, c'est le seul truc qu'on a changé le plus. Les brosses se changent aussi. Les brosses dont je parlais tout à l'heure, celles-ci, elles doivent se changer quand même relativement régulièrement aussi, parce qu'elles ont tendance les poils se barrent un petit peu. Et à part ça, de temps en temps, on met un peu de liquide de refroidissement, mais c'est vraiment tout en fait. Ok. Super, impeccable. J'ai eu plein de questions sur la gamme de prix. Donc, on l'a affiché tout à l'heure, donc je reviens dessus. Hop. Manon vous a présenté ça tout à l'heure. Voilà, donc on a une FODMAT achetée inférieure à 7 000 €, une FODMAT Pro inférieure à 27 000 et la 610 que vous voyez chez IPC à 128 000 €. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a aucune concurrence aujourd'hui sur le marché, que ce soit d'un point de vue technologique ou rapport qualité-prix. C'est ce qui se fait de mieux au meilleur prix, je dirais. N'hésitez pas à continuer, à poser vos questions. Il reste quelques minutes. Je regarde en même temps ce qu'il y a de nouveau.
Pour toutes les questions relatives à la 610 et les travaux chez IPC, il n'y a pas de problème à nous contacter directement. Nous, on peut montrer la machine en direct, on peut faire des essais si besoin. Bon, super, très gentil. Bon, si pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Prochain rendez-vous avec CADVision, donc je vous l'ai dit tout à l'heure au tout début, le 29 mars, sur la partie production 3D en technologie DLP, donc on appelle la fabrication additive 2.0. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site CADVision, rubrique à propos et événements. La 610 sera présentée pour la première fois en France physiquement au salon 3D Print qui aura lieu à Lyon à Eurexpo du 5 au 7 avril. Donc là, ce webinaire était la première présentation officiellement en France de cette magnifique machine qui est la 610. Et vous pourrez la voir en vrai de vrai à Eurexpo à Lyon. En plus, on touche du bois, plus de masques, plus rien. On va en profiter. Vous nous retrouverez également sur le Salon Global Industrie, mais je ne pense pas qu'on aura la 610 cette fois-ci, à Villepinte du 17 au 20 mai. Et puis, on fera aussi le 3D Print à Paris, je pense, mais ce sera au mois d'octobre, donc beaucoup plus tard. On organise également régulièrement des portes ouvertes sur nos différents showrooms, que ce soit à Valence, à Guyancourt, à Nantes. Donc, n'hésitez pas également à vous rendre sur notre site internet pour nous contacter pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Eh bien, il me reste à vous remercier tous. Maxime, tout particulièrement pour le temps qui nous a consacré. Merci Didier aussi pour ta disponibilité. Merci Vincent. On reste donc tous à votre écoute par la suite. Lorsque le webinaire va se terminer, vous allez avoir 3 questions dont souhaitez-vous obtenir le replay. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre si vous voulez qu'on vous envoie le lien vers cet enregistrement. Voilà, on est dans les temps, midi, on a mis moins d'1 heure, clé en main. Merci encore à tous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'informations. On vous souhaite une excellente journée. Allez, bonne journée tout le monde. Merci à tous. À bientôt, bonne journée.